très bien. Donc, bonjour, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour discuter avec vous un peu de l'ABC des tumeurs neuroendocrines et ensuite, je vais aussi parler des traitements médicaux. Puis, effectivement, je suis nouvellement arrivée comme endocrinologue au CHU de Québec. Donc, ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai divisé un peu ma présentation en deux parties. La première partie, on va un peu parler des tumeurs neuroendocrines en général. Qu'est-ce qu'on définit comme une tumeur neuroendocrine? À quel point c'est rare? Il y a plusieurs organes qui peuvent être touchés. Lesquels? Pourquoi est-ce qu'on fait une tumeur neuroendocrine? Est-ce qu'il existe des prédispositions à faire ce type de tumeur-là? Comment est-ce qu'on les classifie en tant que telles? Comment peuvent se présenter les tumeurs neuroendocrines? Quels en sont les signes et symptômes et comment elles seront prises en charge, entre autres ici au Québec? Puis la deuxième partie, je vais plus m'attarder aux traitements médicaux, qui visent principalement à ralentir la progression de la maladie. Je vais aborder le traitement des analogues de la somatostatine, les thérapies ciblées, un bref mot sur la chimiothérapie. Tout ce qui est traitements plus chirurgicaux ou régionaux vont être plus abordés dans d'autres présentations, ainsi que les traitements en médecine nucléaire également. Puis je vais aussi avoir une partie de ma présentation sur les traitements médicaux, mais du syndrome sécrétoire qu'on peut voir en tumeur neuroendocrine. Donc, pour la première partie, on va débuter par la définition, un peu l'épidémiologie et les différents organes qui peuvent être touchés. Donc, en fait, les tumeurs neuroendocrines, c'est vraiment une vaste variété de tumeurs qu'on dit qui peuvent être développées à partir de cellules qui peuvent se différencier, donc qui vont un peu ressembler à des cellules qu'on dit neuroendocrines, qui vont avoir la particularité de pouvoir fabriquer des hormones. Et ces cellules-là, on peut en avoir un petit peu partout au niveau du corps, ce qui fait qu'il y a vraiment plusieurs organes qui peuvent être touchés. Donc, c'est pour ça que c'est aussi diversifié. Pour un peu vous illustrer le tout, comme vous pouvez voir, juste voir si vous voyez mon pointeur. Oui, parfait. Donc, ça peut être au niveau des bronches qu'on peut faire des tumeurs neuroendocrines, au niveau des poumons également. Il y a le foie qui peut également être touché. Le plus fréquemment, c'est souvent ce qu'on appelle des métastases qui vont être au niveau du foie. Il y a également le pancréas et le système digestif qui peut être touché, mais également le rectum, l'œsophage. Donc vraiment, on peut avoir des tumeurs neuroendocrines qui peuvent se développer à partir de plusieurs organes au niveau du corps. Et comme on peut voir, si vous regardez la ligne orange, c'est l'incidence des tumeurs neuroendocrines dans le temps depuis les années 73. Donc ça, c'est tiré d'une cohorte de patients américains qu'on appelle la CIR Database, puisqu'aux États-Unis, ils ont un gros registre de patients. Mais on peut voir, si vous regardez la courbe orange, que depuis les années 1973, quand même, l'incidence par 100 000 personnes dans la population est quand même en nette augmentation. On était avant environ 1 pour 100 000 et en 2012, à près de 7 pour 100 000. Donc, c'est à peu près 6 fois plus. Tandis que si vous regardez la ligne bleue, c'est plutôt l'incidence de toutes les autres sortes de cancers confondus qui, eux, sont plutôt stables. Donc, pourquoi on trouve une augmentation des tumeurs neuroendocrines? Il y a probablement plusieurs explications. Je pense que certainement une partie du fait qu'on a de meilleures images. On fait plus de scans, de tachos, des IRM. On a des imageries aussi qui sont plus fines, donc on en trouve certainement plus. On fait aussi d'autres examens, des fois plus fréquemment, comme les gastroscopies, les examens avec les caméras, les colonoscopies. Fait que je pense que ça nous donne aussi plus d'éléments pour en trouver plus. Je pense qu'on connaît aussi un peu plus quand même les tumeurs neuroendocrines dans les dernières années, ce qui fait qu'on est aussi plus à l'affût. Mais il y a certainement possiblement une partie qu'on n'explique pas pourquoi, mais c'est ce qu'on voit, c'est qu'on voit de plus en plus de tumeurs neuroendocrines. Reste que ça demeure une maladie rare, mais quand même un peu moins rare quand on compare dans les dernières décennies. Et toujours de la même série, ce qu'on peut voir, c'est que dans les dernières années, c'est surtout les tumeurs neuroendocrines au niveau du poumon, des intestins, du rectum et du pancréas. C'est les principaux organes où on voit qu'il y a de plus en plus de tumeurs neuroendocrines qui sont trouvées. Et ce qui a été aussi trouvé, c'est dans différentes tranches d'âge, on voit que c'est surtout chez la population de plus de 65 ans où est-ce qu'on découvre plus de tumeurs neuroendocrines.
Dans cette série-là, on voyait quand même que c'est jusqu'à 25 personnes pour 100 000, donc quand même un peu plus dans cette population-là. Et effectivement, je vous dirais, l'âge moyen au diagnostic, c'est sûr que ça varie, mais c'est souvent aux alentours de 50-60 ans que la tumeur neuroendocrine va être trouvée. Puis il y a quand même plus de 20 des gens qui vont avoir déjà une maladie qu'on dit métastatique, donc des lésions à distance. C'est sûr que l'évolution des tumeurs neuroendocrines, c'est toujours difficile un petit peu de dire des généralités parce que ça dépend vraiment un peu du type de tumeur, à quel organe, à quel âge la personne a eu le diagnostic, quel type de tumeur on a, est-ce qu'elle est agressive, moins agressive. Tout ça va un petit peu influencer l'évolution de la tumeur neuroendocrine dans le temps. Et donc, on va passer maintenant à pourquoi est-ce qu'on fait des tumeurs neuroendocrines. Est-ce que c'est quelque chose qu'on sait? Actuellement, malheureusement, la majorité des tumeurs neuroendocrines, on ne sait pas pourquoi les personnes ont tendance à développer une tumeur neuroendocrine. Il y a beaucoup de questions que ça soulève. Plusieurs fois, on se dit, est-ce que c'est le stress que j'ai eu dans ma vie? Est-ce que c'est le tabac? Est-ce que c'est ce que j'ai mangé? Actuellement, on n'a pas de données pour dire que ça peut avoir influencé le développement d'une tumeur neuroendocrine dans la grande majorité des cas. Il faut savoir que parfois, mais c'est quand même dans moins de 10% des cas, les tumeurs neuroendocrines peuvent faire partie d'un syndrome génétique. Le plus fréquent qu'on trouve, c'est souvent les MEN1, ce qu'on appelle les néoplasies endocriniennes multiples. C'est un grand mot, mais pour vous dire que c'est c'est une mutation qui prédispose à faire plusieurs types de tumeurs, dont les tumeurs neuroendocrines. C'est principalement au niveau du pancréas. Mais ça concerne plutôt une minorité des cas, mais la grande majorité des tumeurs neuroendocrines, on ne sait pas encore exactement pourquoi les gens développent plus qu'une personne versus l'autre. Et donc, pour ça, actuellement, il n'y a pas d'évidence que de dépistage à faire chez soit les enfants des personnes qui sont atteintes de tumeurs neuroendocrines ou dans la famille. Et donc, maintenant, je vais aborder comment on classifie les tumeurs neuroendocrines qui, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour vraiment orienter puis optimiser le traitement pour chaque patient. Donc, les tumeurs neuroendocrines vont être classifiées, puis un des éléments qui va vraiment nous aider, c'est quand on va avoir été chercher une biopsie du tissu. Ça peut être soit l'origine du primitif, parfois on va aller chercher une biopsie d'une métastase, dépendamment de ce qui est le plus accessible. Et ça, quand le pathologiste va regarder les lames au microscope, il va être capable de nous donner des éléments qui sont vraiment essentiels pour nous pour bien classifier la maladie. On a ce qu'on appelle la morphologie, c'est-à-dire est-ce que la tumeur, elle est bien différenciée, est-ce qu'elle ressemble un peu aux cellules usuelles de l'organe, ou est-ce qu'elle est peu différenciée, est-ce que l'architecture est plutôt chaotique puis elle ne ressemble pas du tout à une cellule normale. Quand c'est peu différencié, c'est des tumeurs neuroendocrines qui sont vraiment d'une catégorie à part, si je peux dire, qui sont des tumeurs neuroendocrines très agressives. On les appelle les carcinomes neuroendocrines. Et ça, c'est vraiment à part, c'est des carcinomes neuroendocrines se traitent avec la chimiothérapie intraveineuse de façon plus urgente. C'est très différent des tumeurs neuroendocrines qu'on dit bien différenciées. Donc ça, pour nous, c'est vraiment un élément essentiel à savoir lorsqu'on a un diagnostic de tumeur neuroendocrine. Ensuite, le pathologiste va pouvoir mettre des marqueurs au niveau des lames à la pathologie pour être sûr, est-ce que c'est bien une tumeur neuroendocrine? Puisque c'est des tumeurs rares, on doit s'assurer qu'on a le bon diagnostic sous les yeux. Et un autre élément qui est vraiment essentiel aussi, c'est ce qu'on appelle les indices de prolifération. Est-ce que la tumeur, elle se multiplie rapidement ou c'est plutôt une tumeur qui se multiplie plus lentement? Et donc, pour ça, nous, le pathologiste va nous sortir ce qu'on appelle l'index mitotique et le KI67, qui sont des marqueurs pour nous dire à quelle vitesse se multiplie la tumeur. Et donc, quand on a tout ça, ça nous permet vraiment de pouvoir grader la tumeur. Et des fois, ce que vous avez sûrement entendu parler, les grades 1, 2 ou 3. Donc, si on a une tumeur neuroendocrine bien différenciée de grade 1, ça veut dire qu'on a des marqueurs de prolifération qui sont plus bas versus les grades 3. Et ça, on s'en sert beaucoup pour essayer d'optimiser les stratégies de traitement qu'on va donner aux patients. Pour vous illustrer un peu le tout, des fois, c'est une image un peu vaut mille mots. Si vous voyez l'image ici, c'est ce qu'on appelle une tumeur neuroendocrine bien différenciée. Donc, pour nous, quand on la regarde, on voit qu'il y a quand même une architecture qui est préservée. Ça ressemble plutôt aux cellules aussi des organes dits normaux.
Versus, si vous regardez l'image de droite, où on voit que c'est beaucoup plus chaotique, vraiment l'architecture n'est pas préservée. Donc ça, c'est une tumeur neuroendocrine qu'on dit peu différenciée. Donc c'est un peu comme ça que le pathologiste va pouvoir nous aider pour vraiment savoir quel type de tumeur neuroendocrine on a à faire. Ça ici, c'était pour vous illustrer un peu, quand on regarde le Ki-67, le marqueur qui nous dit à quelle vitesse va proliférer la tumeur neuroendocrine. Encore là, ici, ce que vous avez en dessous de G1, c'est une tumeur neuroendocrine qui est peu proliférante. Comme vous voyez, le marqueur, c'est les taches brunes. Donc, c'est faiblement marqué. Ça nous dit que ça ne se multiplie pas très rapidement. Versus une tumeur neuroendocrine, de l'autre côté ici, qu'on dit G3, où on voit que vraiment le marquage avec le Ki-67 est beaucoup plus intense. Donc, ça, pour nous, c'est un autre indice qui va nous permettre de bien classifier la tumeur neuroendocrine. Également, ici, c'est les marqueurs en immunohistochimie que le pathologiste va utiliser, qu'on appelle la synaptophysine et la chromogranine A. Et donc, quand la tumeur marque à ces marqueurs-là, si je peux dire, donc pour nous, ça nous conforte que c'est vraiment un diagnostic de tumeur neuroendocrine. Donc, vraiment, pour nous, le pathologiste et l'élément avec la biopsie, c'est vraiment un élément essentiel qui va nous aider par la suite pour le traitement. Brièvement, juste vous dire qu'actuellement, les tumeurs neuroendocrines bronchiques et pulmonaires sont encore classifiées un peu différemment. On parle encore de carcinoïdes typiques versus atypiques. On utilise l'index mitotique pour nous dire à quelle vitesse prolifère la tumeur. Le Ki-67 n'est pas encore utilisé de façon universelle, mais probablement que ça s'en vient prochainement. Mais c'est un peu le même principe. On veut bien déterminer à quelle vitesse la tumeur se multiplie pour orienter notre traitement. Également, je pense que c'est important aussi de bien comprendre la notion, est-ce qu'on a une maladie localisée versus à distance au diagnostic de tumeur neuroendocrine. On définit une métastase un peu parce que c'est important de le faire, je pense, parce que c'est important de comprendre que c'est la même maladie. Souvent, la tumeur au niveau du site primitif va se multiplier, puis pour plusieurs raisons, peut se détacher et aller migrer à distance, souvent soit par la lymphe ou le sang, puis aller dans d'autres organes pour se mettre à proliférer. Puis c'est ça qu'on appelle une métastase. Le plus souvent dans les tumeurs neuroendocrines, les endroits où on va trouver des métastases, c'est le plus souvent au niveau du foie. Ça peut être les ganglions, le poumon, les os. Il y a également le péritoine, ça c'est l'enveloppe qui entoure les organes au niveau de l'abdomen. Donc c'est les plus fréquents sites de métastases dans les tumeurs neuroendocrines. Et c'est vraiment pas un deuxième cancer, ça fait partie de la même maladie. Et sachez que même quand on a des métastases d'une tumeur neuroendocrine bien différenciée, l'évolution est très différente de métastases de d'autres cancers usuels. Et maintenant, on va passer un petit peu à comment peuvent se présenter les tumeurs neuroendocrines. Et les tumeurs neuroendocrines, bien, comme vous avez pu voir un peu depuis le début de ma présentation, les tumeurs neuroendocrines peuvent provenir de différents organes et ils peuvent être bien différenciés, moins bien différenciés, ce qui fait que la présentation clinique peut être très différente d'une personne à l'autre. Parfois, c'est une découverte vraiment complètement par hasard. On a fait des examens pour autre chose et on trouve l'image d'une tumeur ou d'une métastase et c'est ça qui va mener à un diagnostic de tumeur neuroendocrine. Parfois, ça peut être dû aux symptômes qui sont reliés au site de la tumeur neuroendocrine. Est-ce que ça peut avoir créé soit un blocage au niveau des intestins? Est-ce que la personne peut avoir des douleurs en raison d'un site de métastase? C'est une autre possibilité de circonstance où on va découvrir une tumeur neuroendocrine. Parfois, ça peut être aussi dans le cadre d'un dépistage génétique. Entre autres, ce que je vous disais, ce qu'on appelle les MEN1, le syndrome de néoplasie endocrinienne multiple. Chez ces patients-là, on va faire des dépistages pour essayer de les découvrir le plus tôt possible. Parfois, c'est comme ça qu'on découvre la tumeur neuroendocrine. Et parfois également, ça peut être relié à ce qu'on appelle le syndrome sécrétoire, puisque les tumeurs neuroendocrines peuvent sécréter parfois différents types d'hormones et parfois, c'est ce qui va être vraiment au premier plan. Et donc, les hormones qui peuvent être sécrétées par les tumeurs neuroendocrines, c'est vraiment, vraiment divers. Il y en a vraiment plusieurs. Le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle le syndrome carcinoïde. Donc ça, c'est une sécrétion de sérotonine. Le plus souvent, c'est les tumeurs neuroendocrines, soit de l'intestin et parfois aussi au niveau du poumon. C'est les sites les plus fréquents qui vont sécréter cette hormone-là.
Et ça peut faire beaucoup de diarrhée aux patients, aux personnes qui sont atteintes. Et ça peut faire des rougeurs aussi, ce qu'on appelle des flushes. Et parfois, ça peut être très invalidant pour les personnes qui en sont atteintes. Donc, ça peut être des fois être ça qui permet de découvrir la tumeur neuroendocrine. Parfois, les tumeurs neuroendocrines, surtout au niveau du pancréas, peuvent sécréter une hormone qu'on appelle l'insuline, qui gère le sucre. Et si on sécrète de l'insuline par la tumeur, les gens peuvent se présenter en faisant des hypoglycémies, des baisses de sucre à répétition. Donc, parfois, ça aussi, ça peut être un élément qui est au premier plan. Parfois, les personnes aussi peuvent se présenter parce qu'ils font beaucoup d'acidité, ce qu'on appelle des brûlures d'estomac, des ulcères, voire des hémorragies. Ça peut être les symptômes de présentation, ce qu'on appelle un gastrinome, donc une tumeur neuroendocrine qui sécrète l'acidité. Parfois aussi, le pancréas peut sécréter ce qu'on appelle du glucagon. Et encore là, ça peut faire des lésions cutanées sur la peau, comme vous voyez la photo. Ça peut faire aussi du diabète. Les gens sont plus prédisposés à faire des caillots dans les jambes. Donc, on peut voir que c'est encore là très varié comment la tumeur neuroendocrine peut se présenter. Et un dernier syndrome sécrétoire qu'on peut voir, qui est quand même assez rare, mais qui peut être très floride au niveau du tableau clinique, c'est le VIPOM, où les gens peuvent avoir des diarrhées très, très importantes et très invalidantes aussi. Donc, comme vous pouvez voir, encore là, c'est très diversifié, puis c'est vraiment aussi à nous, aux cliniciens, d'être à l'affût de ces différents syndromes sécrétoires-là pour essayer de les dépister. Ce qui est une particularité des tumeurs neuroendocrines, outre le fait qu'ils peuvent sécréter des hormones, que c'est des tumeurs rares, c'est que c'est vraiment assez fréquent de rencontrer des patients qui ont des tumeurs neuroendocrines avec plusieurs métastases, mais qui gardent un très bon état général. C'est des personnes qui peuvent continuer à travailler, ce qui est plutôt différent quand on regarde à d'autres types de cancers. On est plutôt habitué de voir que les gens ont une altération de leur état général, qui sont plutôt fatigués. Donc, c'est vraiment parfois différent pour les personnes, puis pour aussi l'entourage, des fois, de comprendre, ah oui, mais tu as un cancer avec des métastases, mais je comprends pas, tu travailles encore, tu es bien. Donc, parfois, pour les gens, c'est plus difficile pour l'entourage de bien comprendre le tout. Il y a une certaine un peu de tolérance de la maladie, ce qui est un peu particulier des tumeurs neuroendocrines. Et entre autres, l'évolution lente des tumeurs neuroendocrines bien différenciées fait que c'est quand même quelque chose qui est particulier aux tumeurs neuroendocrines. Et puisque les tumeurs neuroendocrines sont rares, qui peuvent se présenter de façon très variable, malheureusement, encore aujourd'hui, c'est pas rare de voir qu'il y a un délai dans le diagnostic, qui des fois, en rétrospective, les gens disent « oui, ça faisait peut-être plusieurs années que j'avais ces symptômes-là » ou des malaises qui sont parfois non spécifiques de la maladie, donc c'est difficile parfois de trouver tout de suite la tumeur neuroendocrine. Donc, malheureusement, encore souvent des délais diagnostiques pour les trouver. Et aussi le fait que c'est une maladie rare, donc il faut aussi y penser pour les dépister. Et donc, en général, une fois qu'on a suspecté la tumeur neuroendocrine, il va s'en suivre des images, des prises de sang. Probablement que vous avez entendu parler de la chromogranine A, qui est souvent quelque chose qu'on va doser dans une prise de sang. Sachant que c'est un marqueur qui est imparfait, si je peux dire, ça peut être varié pour plusieurs raisons. Pour nous, ce n'est pas nécessairement comme un autre marqueur de cancer, mais c'est plutôt quelque chose qu'on va suivre et qu'on doit interpréter avec le reste des images et comment va le patient. Donc, souvent, on va le faire, mais sachez que des fois, la chromogranine A peut varier, mais pour nous, ça ne veut pas toujours dire que la maladie progresse ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qu'on va suivre. Dans les prises de sang, on peut aussi faire plusieurs dosages des différentes hormones dont je vous ai parlé. Ça, on le fait en général si on a une suspicion que cette sécrétion d'hormones-là. Et également, si je voulais vous mentionner qu'il n'y a pas nécessairement de marqueurs très spécifiques pour dépister une tumeur neuroendocrine. Des fois, les gens nous disent qu'il y aurait une prise de sang pour savoir est-ce que j'ai une tumeur neuroendocrine ou si elle progresse. On n'a pas de marqueur parfait en tumeur neuroendocrine. C'est plutôt l'ensemble des éléments qui vont nous guider. Parfois également, probablement que plusieurs d'entre vous ont entendu parler des 5-HIA urinaires. Ça, c'est des collectes d'urine de 24 heures qu'on demande chez les gens chez qui on suspecte une tumeur neuroendocrine avec un syndrome carcinoïde, puisque le 5-HIAA, c'est un peu le produit de la dégradation de la sérotonine qui peut être sécrétée par les tumeurs, notamment digestives ou du poumon.
une fois que les gens vont avoir fait des prises de sang, souvent, il va y avoir aussi plusieurs imageries de faits, dont vous aurez en détail une présentation pour l'imagerie en médecine nucléaire notamment. Mais souvent, vous allez avoir aussi plusieurs images comme des tachos, des IRM pour nous aider à mieux documenter où se trouve la maladie. Ça peut être des échographies, des examens endoscopiques, soit la gastroscopie, colonoscopie. C'est tous des éléments qui vont nous aider. On utilise aussi beaucoup l'Octrescan ou le TEP-Gallium pour savoir si la tumeur est équipée de ce qu'on appelle de récepteurs à la somatostatine, qui est une autre particularité des tumeurs neuroendocrines. Donc ça, c'est tous des éléments qui vont nous aider encore là à bien classifier puis à bien documenter la maladie. Il y a le TEP aussi au FDG qui peut être utilisé. Et donc, comment va être un peu pris en charge la tumeur neuroendocrine? Bien, c'est vraiment un peu un cheminement, si je peux dire, dans le temps. Donc, initialement, il faut suspecter qu'on a une tumeur neuroendocrine. Parfois, elle va être découverte de façon fortuite, comme je vous disais. Et à partir de là, en général, va s'en suivre les imageries, les prises de sang dont je vous ai parlé. C'est important pour nous de bien documenter, de faire les bonnes imageries, d'y aller une étape à la fois pour vraiment arriver à un diagnostic qui est précis. Et en général, une fois qu'on soupçonne, c'est très important, c'est vraiment essentiel pour nous d'aller chercher un morceau avec une biopsie pour bien classifier la maladie. Et à partir de là, on va pouvoir avoir un diagnostic de tumeur neuroendocrine et ensuite orienter notre traitement et notre prise en charge. Une fois qu'on a notre diagnostic de tumeur neuroendocrine, en général, on va vouloir savoir à quel point la maladie, à quel point il y a une extension de la maladie au niveau du corps. Donc, est-ce que c'est localisé juste à un organe? Est-ce que il y en a au niveau du foie ou ailleurs? Donc, c'est pour ça que souvent, par la suite, il y a d'autres imageries qui vont être demandées. Donc, parfois, on peut compléter, entre autres, avec un IRM ou un autre scanner. Et également, de façon essentielle pour nous, on va voir est-ce que la tumeur est équipée de récepteurs à la somatostatine. Donc, c'est pour ça qu'on demande, entre autres, soit un Octreoscan ou un TEP Gallium 68 qui est disponible actuellement à Sherbrooke. Donc, c'est pour ça que parfois, on vous fait voyager pour faire des imageries, mais c'est important pour nous de bien documenter le tout. Et une fois qu'on a un petit peu encore là tout ça, c'est là qu'on va pouvoir vraiment discuter quelle est la meilleure option de traitement pour ce patient-là. Et une fois qu'on donne un traitement, c'est important aussi de le réévaluer. Est-ce qu'il fonctionne? Est-ce que la maladie demeure stable? Est-ce qu'elle évolue? Donc, il faut souvent rediscuter et quand il y a une progression, on rediscute des autres options de traitement qui sont possibles. À savoir, dans les tumeurs neuroendocrines, puisque ça peut toucher différents organes, puisque ça peut sécréter des hormones, parfois ça peut être opérable, il va y avoir souvent plusieurs professionnels, si je peux dire, dans le même dossier. Souvent, vous allez rencontrer un chirurgien, les oncologues, les endocrinologues. Donc, vraiment, c'est important que ce soit une équipe multidisciplinaire. Puis souvent, ces cas-là, on les discute aussi en équipe pour savoir quelle est la meilleure stratégie à adopter pour chaque patient. Donc, ça m'amène maintenant à la deuxième partie de ma présentation, plus sur les traitements. Donc, maintenant qu'on sait qu'on a un diagnostic de tumeur neuroendocrine, comment on le traite? Il y a différentes options. En général, les traitements médicaux dont je vais vous parler ont souvent comme but de ralentir la progression de la maladie et non de guérir la maladie. Ça, je pense que c'est quand même important là, de savoir. Il y a différents traitements qui sont disponibles. Il y a les analogues de la somatostatine dont je vais discuter, les thérapies ciblées, il y a la chimiothérapie et ensuite, on va aborder le traitement médical du syndrome sécrétoire par la suite. Le traitement un peu en tumeur neuroendocrine, un peu comme je vous le dis depuis le début de la présentation, c'est des tumeurs variées, ça se présente différemment. Donc, le traitement va vraiment être à individualiser selon la personne chez qui on a en face de nous. Donc, il faut savoir que les tumeurs neuroendocrines évoluent différemment. Donc, nous, on va se fier, c'est quoi le site de la tumeur primitive, c'est quoi le grade. On ne va pas traiter nécessairement pareil, un grade 1 versus un grade 3. Est-ce que le patient a des syndromes, c'est un syndrome sécrétoire ou non? Est-ce que la maladie est plutôt stable à l'imagerie ou finalement on a l'impression qu'elle est en train de se réveiller, qu'elle progresse plus rapidement? Tout ça sont des éléments qu'on doit prendre en compte avant de proposer un traitement à un patient. Et est-ce que la tumeur, elle exprime les récepteurs de la somatostatine, entre autres avec le traitement, la PRRT, dont vous entendrez parler aujourd'hui, ou la radiothérapie métabolique? Donc, c'est toutes des choses qu'on doit savoir et qu'on discute avant de traiter un patient. Également, oui, il y a tout l'aspect de la tumeur, mais pour nous, il y a aussi tout l'aspect du patient.
Est-ce que c'est un patient qui a d'autres comorbidités, qui est plutôt fragile, chez qui on ne voudra pas nécessairement être aussi agressif que chez quelqu'un qui n'a aucune comorbidité? Comment le patient vit la maladie? Il faut aussi, c'est très important pour nous de comprendre comment le patient vit la maladie, puis c'est aussi une discussion qu'on doit avoir avec lui avant de proposer un traitement. Et donc, en tumeur neuroendocrine, ce qu'il faut savoir en général, le seul traitement pour un peu guérir la maladie à visée curative, c'est principalement la chirurgie lorsqu'elle est possible. En général, c'est si la maladie elle est non métastatique et si la tumeur et le patient est opérable. Sinon, en général, le but des traitements va être surtout de prolonger la survie, tout en maintenant une bonne qualité de vie, c'est quand même important, et de traiter le syndrome sécrétoire. Donc, c'est principalement ça le but de nos traitements médicaux. Et il faut savoir qu'en tumeur neuroendocrine, puisque parfois ça évolue lentement dans le temps, parfois on peut faire ce qu'on appelle de l'observation active, c'est-à-dire qu'on peut avoir des périodes où il n'y a pas de traitement, puis on regarde comment évolue la maladie. Donc, c'est pas qu'on fait rien, mais c'est vraiment qu'on observe avec un suivi par la suite, puis on va voir un petit peu à quel point la maladie veut progresser ou non. Donc maintenant, pour les traitements médicaux, je vais parler des analogues de la somatostatine pour débuter, que vous avez certainement déjà entendu parler, qui ont pour but de stabiliser la maladie et qui ont vraiment aussi un rôle important dans le syndrome sécrétoire, puisque plusieurs vont répondre, notamment le syndrome carcinoïde va bien répondre en général avec les analogues de la somatostatine. Souvent, ça va être notre première ligne de traitement, les analogues de la somatostatine, chez les gens qui ont une tumeur neuroendocrine qui est bien différenciée, et qui n'a pas un indice de prolifération très élevé. Donc, souvent, les grades 1 et les grades 2 peuvent être traités avec analogue de la somatostatine en première ligne. Donc, c'est des médicaments qui ont été prouvés par différentes études qui pouvaient ralentir la progression de la maladie. Et c'est des médicaments qui sont en général bien tolérés, qui sont accessibles. Donc, c'est pour ça que c'est souvent notre premier choix. C'est des médicaments qu'on va souvent utiliser. Actuellement, il y a 2 médicaments qui sont disponibles. Il y a l'octréotide ou le sandostatin. Puis l'autre molécule qui est disponible, c'est le lanréotide, LAR, ou la somatuline. Ces 2 médicaments, les 2 ont une efficacité similaire. On va choisir un ou l'autre. Parfois, c'est certaines petites particularités qui nous font choisir un ou l'autre, mais sachez que c'est 2 bons médicaments qui vont autant agir sur l'effet pour ralentir la progression et sur le syndrome sécrétoire. L'octréotide, sa particularité, c'est qu'il existe une forme qu'on dit courte action, qu'on peut donner parfois en sous-cutané ou en intraveineux avant une intervention, par exemple. Sinon, il se donne aussi en intramusculaire. Souvent, c'est tous les 28 jours qu'il est donné. Le lanréotide LAR, lui, en général, c'est une injection qu'on dit sous-cutanée qui se donne sous la peau tous les 28 jours. Donc, c'est un peu les 2 molécules qui sont disponibles. Les 2 peuvent avoir des effets secondaires un peu similaires. Le plus souvent, c'est des effets secondaires qu'on dit digestifs, de la diarrhée, un peu de ballonnement. Souvent, c'est les premières injections qui donnent le plus de symptômes. La plupart du temps, par la suite, ça va s'atténuer. Parfois, il y a certaines personnes qui les tolèrent mieux que d'autres. Encore là, c'est très individuel, mais en général, c'est bien toléré. Il y a également un risque augmenté qu'on appelle de pierre sur le foie, les cholélithiases. Donc, c'est souvent pour ça que si le patient doit être opéré, souvent on en profite pour aller enlever la vésicule biliaire pour éviter cette complication-là. Parce que parfois, les gens, par exemple, qui ont un syndrome sécrétoire peuvent être plusieurs années, voire des dizaines d'années avec ce type de traitement-là. Maintenant, les thérapies ciblées, qui sont une autre option de traitement médical. Encore là, ils ont pour but de stabiliser la maladie. Certaines personnes peuvent voir une certaine régression de la maladie, mais si on a une stabilité, on a quand même atteint notre but. C'est des médicaments qui se prennent en comprimé une fois par jour. Même si c'est des comprimés, il faut savoir que ça a quand même en général son lot d'effets secondaires, si je peux dire. Encore là, la tolérance est très variable d'une personne à l'autre. On voit des patients qui tolèrent très, très bien, alors que d'autres ont vraiment une atteinte de leur qualité de vie avec ce type de traitement-là. Il y a 2 molécules actuellement qui sont utilisées. Il y a l'éverolimus, qu'on appelle l'Afinitor, et le sunitinib, qui est le Sutent. Pour l'éverolimus, c'est utilisé dans les tumeurs neuroendocrines digestives et du pancréas et des poumons.
Donc, il y a eu plusieurs études qui ont démontré que ça pouvait ralentir la progression de la maladie. Cette molécule-là, encore là, la tolérance est variable, mais règle générale, il peut y avoir, surtout au début du traitement, des ulcères au niveau de la bouche, des fois des petits boutons qui peuvent apparaître, la diarrhée. Souvent, ces symptômes-là vont un peu s'atténuer après les premières semaines, mais pour certains, ils peuvent persister. On surveille aussi toujours le taux de sucre dans le sang. Des fois, ça peut faire monter le taux de sucre et faire de l'hyperglycémie. Et de façon plus rare, mais c'est quelque chose qu'on surveille aussi, ça peut faire une inflammation un peu des poumons. Donc, si les gens sont plus essoufflés, se mettent à avoir de la toux, c'est important pour nous de réévaluer le tout et savoir est-ce qu'il faut suspendre ou changer de traitement. C'est des questions qu'on va se poser. Pour ce qui est du sunitinib, le SUTEN, actuellement, il y a seulement son indication dans les tumeurs neuroendocrines du pancréas, puisque les études qui l'ont étudié étaient dans les tumeurs neuroendocrines du pancréas. Donc, on a seulement cette indication-là pour le moment. Les effets secondaires peuvent être similaires à celui de l'évérolimus, mais comme particularité, on peut avoir un syndrome qu'on dit main-pied, de la douleur au niveau des mains, des pieds ou de la rougeur qui peuvent apparaître. Parfois, les gens qui ont déjà de la haute pression, ça peut faire monter la haute pression et donc il faut ajuster notre traitement. Et sinon, il faut suivre aussi la glande thyroïde qui peut être débalancée. Tout ça va être suivi par des prises de sang. Les deux également peuvent donner de la fatigue. On suit aussi les globules dans le sang pour les deux comprimés. Donc, en fait, c'est un traitement qui est possible, sachant que même si c'est un traitement par comprimé, il peut avoir plusieurs effets secondaires. Ça nécessite quand même des prises de sang régulières, mais ça, le médecin qui le prescrit bien au fait, il va le suivre dans le sang avec vous, les différents paramètres. Brièvement, je vais vous parler du temozolomide capecitabine, qui est une sorte de chimiothérapie en comprimé. C'est 2 molécules. Je ne vous parlerai pas en détail des chimiothérapies intraveineuses, il y a plusieurs sortes de régimes qui peuvent être faits. En général, ça, c'est les hématologues qui vont les prescrire. C'est souvent quand la tumeur neuroendocrine est plus agressive, se réveille, se multiplie plus rapidement. C'est souvent là qu'on va utiliser la chimiothérapie intraveineuse. Nouvellement, c'est le temozolomide capecitabine ou le Temodal Xeloda, que vous avez peut-être entendu parler, et maintenant aussi de plus en plus utilisé en tumeurs neuroendocrines. Donc, c'est 2 molécules qui se prennent encore là en comprimé. Souvent, c'est sur des cycles de 28 jours où il y a 2 semaines de traitement, 2 semaines pas de traitement. Il y a différentes posologies selon les patients. Donc, encore là, c'est un traitement comprimé, mais qui a quand même, ça reste de la chimiothérapie, donc il peut avoir quand même plusieurs effets secondaires. Mais il y a quand même de plus en plus de données qui sortent, notamment dans les tumeurs neuroendocrines du pancréas pour ces molécules-là. Donc, c'est une autre option aussi qu'on a maintenant. Donc, c'est sûr que quand on vous prescrit ça, il y aura aussi plusieurs prises de sang. Ça peut faire, entre autres aussi, baisser les globules. Ça peut donner encore là des effets digestifs, nausées, diarrhée, de la fatigue. Certaines personnes peuvent quand même bien le tolérer. Donc, c'est quand même un autre schéma thérapeutique qui peut vous être offert. Donc, on voit quand même qu'il y a plusieurs options au niveau médical qui sont offertes maintenant. Maintenant, pour ce qui est du syndrome sécrétoire, qui est un peu différent du traitement médical qui vise à ralentir la progression, parce que le syndrome sécrétoire, c'est quelque chose qu'on doit absolument traiter de façon prioritaire tout au long de la maladie. Puisque certaines personnes, lorsqu'ils ont un syndrome sécrétoire, ça peut devenir rapidement très invalidant chez les personnes qui sont atteintes. Donc, encore là, le traitement, les analogues de la somatostatine vont être très utiles, entre autres chez les gens qui ont un syndrome carcinoïde. Ça, c'est les gens qui peuvent faire des diarrhées ou des rougeurs. En général, ça va bien répondre. Actuellement, récemment, Santé Canada a approuvé ce qu'on appelle le Télotrista ou le Xermelo dans les syndromes carcinoïdes réfractaires aux analogues de la somatostatine.